Bonjour à tous, bienvenue dans le ZCL de ce jeudi. 12 novembre. 12 novembre, c'était hier le 11 novembre, donc aujourd'hui c'est le 12, merci Céline, bonjour. Bonjour Danick. ZCL, comme tous les jours, avec plein d'infos. Et plein d'invités. Plein d'invités. Une chronique. Oui, une chronique et un petit peu de détente quand il faut. Voilà, on va commencer bien sûr parler de la journée du diabète avec Madame Friseline Villaudon, docteur Friseline Villaudon qui est diabétologue. Bonjour. Bonjour. On va la recevoir tout à l'heure. On parlera aussi de sondage. Vous savez, ce sondage un petit peu exclusif qui était sorti dans le journal la semaine dernière. On en a déjà parlé avec Vincent Tacita la semaine vendredi dernier. On va en reparler tout à l'heure avec Erika Mérillon qui doit être notre invitée. Et puis, nous allons recevoir aussi Thierry Létang. Thierry Létang, c'est le commissaire de l'expo d'Art Boussé qui se tient en ce moment au Memorial Act, une expo qu'il faut voir, qu'il ne faut pas rater. Et je vous convie donc à voir cette exposition. Mais avant, il me faut dire, Céline, permettez, deux mots. C'était ce matin, en ce moment même, se fait la présentation de la liste de Victorin Lurel. Ça s'appelle Avec toujours mieux. Et son programme, et Victorin Lurel a été très maladroit. Il s'est attaqué à la presse. Il a pratiquement voulu dézinguer un peu tout le monde. Il est très, très tendu. On le comprend. La campagne est difficile, la campagne est dure. Mais c'est une raison pour s'en prendre à nos confrères d'une manière ou d'une autre. On est en démocratie. Les journalistes, effectivement, peuvent donner leur opinion. On peut ne pas être d'accord, mais on répond. On fait une lettre ouverte où on répond, mais on ne globalise pas la presse globalement comme ça, dire que je m'en prends un tel, nominalement. C'est, de mon point de vue, dans une campagne électorale, c'est très maladroit, c'est arrivé, il fallait le dire, et j'espère que Victorin Lurel va retrouver son sang-froid, va se calmer un peu et sera beaucoup plus lucide et beaucoup plus serein pour le reste de la campagne. En tout cas, c'est ce que ici à Canal 10 nous allons dire. Sinon, on va dérouler quand même le fil de l'actualité avec lucidité, avec sérénité et avec calme et avec le sourire de Céline, bien sûr. Toujours, on continue donc pour les titres de ce jeudi. Le conseil départemental était réuni en plénière mardi soir au programme des échanges notamment sur le dossier de l'eau ainsi que sur le débit internet haut débit. En l'occurrence, nous entendrons la présidente du conseil départemental sur ces sujets. On parlera également énergie issue du rayonnement solaire, du vent ou encore de la valorisation des déchets verts. Il s'agit bien sûr des énergies renouvelables. Elles font l'objet d'une sensibilisation auprès des écoles. Yanis Péquignot s'est rendu sur place ce matin. Et puis, nous devrions terminer en écho à notre chronique juridique du jeudi avec un sujet signé Maurice Cessé sur l'association des avocats africains et antillais de Paris. Il est allé rencontrer le président. J'espère qu'on aura reçu des images d'ici la fin de ce journal. Moi aussi, je le souhaite ardemment, d'autant plus que nous avons notre chronique juridique aujourd'hui. Voilà. Ça fera tout à fait le lien avec cette information. Alors, je l'ai dit, ça va être samedi, la journée du diabète. Beaucoup de Guadeloupéens sont touchés par cette maladie qui progresse malheureusement. Et docteur Villaudon, qui est avec nous, qui est diabétologue, va nous entretenir un peu de cette maladie. Alors, comment on peut caractériser le diabète chez nous? Alors, je sais par exemple, on dit que dans les populations négro-africaines, certaines maladies sont plus fréquentes. Est-ce que le diabète, c'est une maladie qui nous touche particulièrement ou qui est étendue à l'ensemble du globe? Je parlais de la drépanocytose qui est particulièrement, enfin les négro-africains en tout cas, sont plus sensibles à la drépano que d'autres populations. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire pareil pour le diabète? Alors tout d'abord, le diabète existe sous plusieurs formes. La forme la plus fréquente, c'est le diabète de type 2, appelé communément le diabète gras. Et ce diabète de type 2, les mécanismes en fait physiopathologiques qui sont impliqués dans la survenue du diabète de type 2 incluent des polymorphismes génétiques. Et on pense que dans les populations afro-américaines, effectivement, il y aurait des polymorphismes génétiques plus fréquemment retrouvés dans ces populations et qui expliquent qu'il y ait plus fréquemment un diabète de type 2 dans ces populations. Donc pour rappel, la prévalence du diabète en France, elle est de 4% et celle qui est enregistrée pour notre population est 2 fois supérieure. Donc il y a véritablement, en tout cas, des facteurs de risque plus fréquemment retrouvés. Mais c'est dû à quoi cette prévalence du diabète chez nous? Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont impliqués dans la survenue du diabète. Ces facteurs de risque, on les connaît. La sédentarité, le surpoids et l'obésité, qui, je vous rappelle, sont quand même beaucoup plus
élevés chez nous. Oui. Et c'est nouveau ça quand même. Non, parce que dans les Guadeloupéens d'il y a un demi-siècle, il y avait moins d'obésité, moins de sédentarité. Tout à fait. Alors c'est forcément lié au mode de vie qui devient de plus en plus sédentaire, qui a changé, une alimentation qui est moins régulière, qui est un peu anarchique, de moins bonne qualité, qui est souvent industrielle et donc un peu plus sucrée. Donc c'est tout un ensemble de facteurs qui favorisent cette survenue et cette augmentation de l'incidence du diabète, en sachant que la Guadeloupe n'est pas le seul département en fait atteint. C'est une épidémie qui est une épidémie silencieuse, d'où le problème, mais c'est une épidémie et donc ça concerne vraiment tout le monde, d'où cette journée mondiale, je rappelle, de lutte contre le diabète et pas que, voilà, tout à fait. Céline. Alors docteur, justement, est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de diabétiques qui s'ignorent encore? Exactement. Alors les chiffres, vous savez, quand on veut donner des estimations, il faut des chiffres, et donc ces chiffres, on les reçoit en général par rapport à la déclaration d'affection longue durée. Tous les diabétiques ne sont pas déclarés comme ayant en tout cas une affection longue durée, et on estime à peu près 30% le nombre de diabétiques qui s'ignorent diabétiques. Donc vous voyez, les chiffres dont on dispose sont largement sous-estimés. Et justement, quels signes peuvent alerter justement sur ce diabète? Alors, il y a les signes. Et il y a aussi les facteurs de risque. Donc il existe des facteurs de risque d'apparition du diabète. Le diabète, c'est une maladie chronique qui se développe silencieusement. À partir du moment où on a des signes, c'est que le diabète est déjà bien évolutif. Et ce qu'il faut, et d'où l'intérêt de cette journée, ce qu'il faut faire passer comme message, ce sont plutôt identifier les facteurs de risque de diabète. Donc les antécédents dans la famille de diabète, l'obésité, la sédentarité. Il y a des facteurs maintenant qui sont bien connus et c'est ce qu'on va essayer de faire passer comme message afin que tout un chacun qui viendra à cette journée puisse repartir en sachant un peu son risque de développer un diabète. Il n'y a pas d'âge pour le diabète, j'imagine. Alors, pour le diabète de type 2, qui est le diabète gras, en principe, les publications disent que l'âge pour ce risque de diabète est de 45 ans, mais malheureusement, l'obésité, vous avez vu, elle est en augmentation chez nos adolescents, chez les enfants, et on voit de plus en plus de diabète de type 2. Donc, ce ne sont pas des diabètes de l'enfant, le diabète auto-immun classique qu'on retrouve chez les jeunes. On voit de véritables diabètes de type 2, de diabète gras chez les adolescents et les jeunes adultes, malheureusement. Aux gens qui nous regardent en ce moment, vous pouvez leur dire quoi, docteur? Alors quoi, par rapport au diabète ou par rapport aux complications? La journée, ils viendront, ces personnes viendront, mais par rapport au diabète, par rapport à l'alimentation, par rapport à la sédentarité. Alors, la prise en charge du diabète, c'est un ensemble. Donc, il y a un petit peu comme en oncologie, un parcours de soins du patient diabétique, du diagnostic du diabète, d'où le rôle important du dépistage. À partir du moment où on connaît ces facteurs de risque de développer un diabète, il faut se dépister. Et donc, ce dépistage, c'est la glycémie veineuse et pas capillaire au bout du doigt. C'est la glycémie veineuse annuelle, tout le temps, toute la vie, donc quand on a des facteurs de risque. Donc, bien cibler les patients qui doivent bénéficier de ce dépistage. Quand on a fait le diagnostic, alors l'annonce du diagnostic du diabète, c'est un moment très important parce que ça va impacter sur le vécu de la maladie et ça va impacter aussi sur la relation du malade avec son médecin. Donc tout autour de l'annonce du diagnostic, il y a plusieurs professionnels de santé qui interviennent et donc c'est important que cette annonce soit correctement faite. Après, par la suite, l'autre message qui est important, c'est nous, professionnels de santé, sommes là pour accompagner ce patient, puisque la maladie chronique, c'est une maladie à vie, et donc il faut un accompagnement à vie des patients. Alors, le terme de guérison est certainement inapproprié, puisqu'on ne peut pas parler de guérison. On a parfois des malades, effectivement, qui peuvent arrêter le traitement lorsqu'ils ont repris une alimentation et des règles en fait, hygiéno-diététiques adaptées, la reprise de l'activité physique, qui perdent du poids. On peut avoir une amélioration en fait, du profil glycémique, de l'équilibre glycémique. Parfois, on a des patients qui arrêtent le traitement. Mais vous savez, très vite, on reprend parfois les bonnes habitudes.
l'inquiétude quand on n'est pas accompagné, quand il n'y a pas de suivi médical, et très rapidement, l'hyperglycémie se réinstalle. Donc, on ne peut pas parler maintenant de guérison. C'est un terme qui est vraiment inapproprié. Céline ? Est-ce que, j'imagine, vous avez un regard sur l'industrie agroalimentaire? On avait à un moment beaucoup parlé des yaourts qui étaient trop sucrés. Est-ce que ça évolue dans le bon sens ou il faut encore ramer un petit peu pour qu'au niveau du sucre, ça soit un petit peu allégé? Il y a une réelle amélioration, puisque vous savez que les produits, effectivement, sont moins sucrés. Ils le sont réellement ici? Parce que je sais que les industriels ont été un peu réticents à réduire la dose en sucre. Alors, il faut lire les étiquettes, en fait. Oui. Et nous, dans le service, notre diététicienne, elle apprend ça aux patients, à lire les étiquettes, à comprendre la composition. En fait, vous savez, il y a des sucres cachés, il y a un peu le charabia chimique dans la composition. Est-ce que c'est à la portée de tous les consommateurs? C'est pas évident de se trouver devant une étiquette et de savoir ça s'apprend, ça fait partie de ce qu'on appelle l'éducation du patient. C'est un peu à la charge de la diététicienne, effectivement, et du médecin, d'expliquer un peu les étiquettes, comment apprendre à les lire, etc. Alors, vous avez quand même dû voir que sur certains produits, le pourcentage, en fait, de sucre a réellement diminué. Après, vous avez tous ces produits déjà prêts à l'emploi, enfin, en tout cas, déjà cuisinés, qui sont encore riches en sucre. Donc, les choses évoluent dans le bon sens. Je crois qu'on est tous mobilisés pour faire diminuer cette prévalence du diabète, que la politique de santé le souhaite également. Et donc, je suis plutôt optimiste pour que l'évolution, effectivement, se fasse vers une amélioration de la qualité de nos produits, oui. Alors, docteur, comment va se passer cette journée? Ça va être notre dernière question, sauf si Céline a une autre. Debout contre diabète, les diabétés, ou comment on les appelle, diabétiques, pardon, ils peuvent se mettre debout vraiment en ce moment? Oui, tout à fait, mais c'est eux qui doivent réagir et se mettre debout, parce que si vous voulez, le diabète n'est pas, enfin en tout cas, le diabète n'est pas invalidant. Oui. Voilà, c'est une maladie chronique et comme toute maladie chronique, on apprend à vivre avec, à adapter son mode de vie, à adapter son alimentation. C'est d'ailleurs une alimentation, si vous voulez, équilibrée que tout le monde devrait avoir. Donc ce n'est pas un régime strict, c'est une alimentation qu'on adapte au cas par cas, d'où la présence justement à cette journée mondiale du diabète de samedi, de diététiciennes, de coachs sportifs qui seront présents pour des conseils personnalisés. On ne donne pas les mêmes conseils à tous les patients. Ils sont vraiment adaptés à chaque patient. Ça va se passer au complexe Patrick Cellini, donc c'est le gymnase en fait de Bois-Ripaud-Abîme, dès 8h30 avec un dépistage à la fois du diabète mais aussi de l'hypertension artérielle, puisque ces deux maladies chroniques sont associées. Nous aurons après une activité physique de 30 minutes avec un coach sportif. L'idée, c'est de faire passer le message qu'il est possible de bouger pendant 30 minutes sans que ça soit une activité sportive intense en salle de sport. C'est des petits mouvements qu'on peut faire tous les jours. Et après, seront à disposition plusieurs professionnels de santé, cardiologues, néphrologues, ophtalmologues, podologues, et donc on va pouvoir discuter réellement et échanger avec les patients. Écoutez, on prend le rendez-vous. On demande aux gens qui nous regardent et qui sont diabétiques, et même ceux qui ne le sont pas encore, d'être présents. Et puis vous serez présents, j'imagine? Tout à fait, bien sûr. Il y a suffisamment de spécialistes du diabète en Guadeloupe? Non, malheureusement, nous sommes encore pas assez nombreux. Nous sommes moins d'une dizaine. Et donc, pour une population grandissante. Exactement. Et donc, charge à nous de former nos jeunes médecins et nos jeunes étudiants en médecine à cette spécialité pour qu'ils restent, surtout, et qu'ils puissent nous aider. Voilà, exactement. Voilà. Je vous remercie, docteur, d'être venu. Merci de votre invitation. Céline, on va prendre une pause pub. On va recevoir Madame Mérillon tout de suite après et développer le journal. Voilà, on continue, il est 12h37 et donc Erika Mérillon est arrivée. Alors, je disais tout à l'heure, on devait parler de ce sondage exclusif paru dans le journal Notre Confrère Nouvelle Semaine, et tout à l'heure, je le disais tout à l'heure aussi, nous étions dans une conférence de presse, on voit d'ailleurs l'image, M. Lurel présentait sa liste et pendant une vingtaine de minutes, il a stigmatisé la presse et
aussi parler de cas d'État. Et c'est bien pour cela que nous avions prévu le coup et nous avons voulu inviter donc Erika Mérillon. Bonjour. Bonjour. Vous avez un problème avec M. Lurel? Absolument pas. Oui. Ni avec aucun autre candidat, mais non. Parce qu'il semble que le dernier sondage paru dans Nouvelle Semaine ne lui a pas plu, que le sondage n'est pas bon, que c'est une tricherie, etc., etc. Pourquoi quelles sont les règles de sondage, d'une manière générale? Parce qu'il me semble que les règles que vous appliquez sont les règles universelles de tous les sondages américains, français ou guadeloupéens. Alors, les règles. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un sondage, on cherche à enquêter un échantillon représentatif. Fourni par l'INSEE? Non. Représentatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va travailler soit par des méthodes probabilistes, oui. Mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails mathématiques ici, mais c'est-à-dire qu'on va faire un échantillon à partir d'une base de sondage. Dans le cas des sondages d'opinion, on n'utilise pas ces méthodes, ou très rarement, très exceptionnellement. On travaille sur la méthode des quotas, qui permet de regarder à partir des statistiques de l'INSEE, donc qui donne les catégories sociodémographiques de la population, et bien qui permet d'interroger un échantillon qui a les mêmes catégories. C'est-à-dire que si la population d'un bassin géographique représente 25% de la population guadeloupéenne âgée de 18 ans et plus, eh bien, on va interroger 25%. S'il y a en Guadeloupe 53% de femmes, dans notre échantillon, les femmes auront le même poids. Et il en va de même pour les tranches d'âge et les zones géographiques. Alors, on peut effectivement nous accuser de ne pas avoir interrogé suffisamment de monde à Anse-Bertrand. Oui. Mais si la population guadeloupéenne n'est pas concentrée sur ce bassin Nord-Grande-Terre, eh bien, dans notre échantillon, on accorde le même poids non seulement à la commune, mais également à l'ensemble de la zone Nord-Grande-Terre. Céline? Et justement, on ne cesse de le répéter, mais les sondages ne font pas l'élection. Hein. C'est une photographie à l'instant T, justement, des intentions de vote. Je pense que l'un des problèmes qu'il y a aujourd'hui, enfin, la première chose, c'est que on veut donner trop de pouvoir à un sondage d'opinion. Le sondage d'opinion est, au même titre que d'autres éléments, fait partie de la démocratie. Et donc, il est un reflet de l'opinion à un instant donné. Ne le voyons pas, n'essayons pas de le voir comme étant le pronostic. N'est pas polémique. Mais ce n'est pas qu'il n'est pas polémique, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il est perçu comme étant le pronostic du vote, ce qui n'est pas du tout. Ce qui n'est pas le cas. Et par-dessus le marché, on a l'impression que certains disent, si Callistate le dit, c'est que c'est ce qui va se faire. Non, nous disons aujourd'hui, à la période où l'enquête a été réalisée, tout simplement, les intentions de vote sont ce qu'elles sont. Voilà. Il y a encore un mois, en tout cas entre le moment où nous avons réalisé l'enquête et la date du premier tour, le 28 octobre, exactement. Il y a plus d'un mois, donc les choses peuvent évoluer. La campagne officielle n'a même pas démarré. Donc les choses peuvent évoluer. Mais si on regarde à l'instant de ce sondage, voilà le rapport de force qui était installé en Guadeloupe avant ce premier tour des régionales. Alors j'ai cru comprendre que M. Lurel contestait le nombre de sondés. Oui. Qui pour lui n'est pas suffisant, 250 personnes ou 205 personnes, je ne sais pas ce qu'il a, je ne me souviens plus du chiffre exact, disait que pour une population de la Guadeloupe. Mais, alors je voulais mettre ça à l'échelle de notre pays. Quand on fait un sondage en France, il faut 1 million de personnes pour donner une idée exacte de la population. Là encore, on parle mathématiques et je ne suis pas sûre que tout le monde maîtrise les termes qu'il utilise. La taille de l'échantillon n'affecte pas la représentativité de l'échantillon. La taille de l'échantillon, c'est pas parce qu'on a un échantillon de 100 personnes qu'il sera moins bon qu'un échantillon de 4000. À partir du moment où vous avez constitué votre échantillon en respectant scrupuleusement les quotas dont on a parlé, c'est-à-dire les caractéristiques sociodémographiques, âge,
sexe, catégorie socio-professionnelle du chef de ménage, commune de résidence, que vous interrogiez 100 ou 400 personnes, voire même 3000, 10 000, la structure de l'échantillon reste la même. La taille de l'échantillon va influencer quoi? Elle va influencer la précision qu'on va obtenir. Et par souci de transparence, nous avons pris le soin, sur ce sondage, d'indiquer les marges d'erreur. Donc, il faut aussi prendre les choses avec un petit peu de recul, il faut prendre un peu de hauteur et regarder, outre les chiffres qui sont annoncés, également les intervalles dans lesquels se situent ces chiffres. Alors, la marge d'erreur, il est quoi, 13,8? Alors, non, si on regarde, les résultats sont à plus ou moins... 43% pour Chalus, 41% pour Lurel. Alors, différence de 2 points, ce qui reste... Alors, déjà, dans un premier temps, on a 2 points d'écart. Oui. Sur la taille de l'échantillon interrogé, et si vous regardez bien les choses telles qu'elles sont parues chez votre confrère de Nouvelle Semaine, il y a des petites barres qui indiquent dans quel intervalle se situent les résultats. Et vous voyez bien que les barres se chevauchent. Tout à fait. Autrement dit, 46, il y a 95% de chance, c'est ce qu'on appelle le risque de première espèce, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails, que le score de M. Chalus se situe dans un intervalle dans lequel celui de M. Lurel est également. Autrement dit, si au soir du premier tour, mais là encore, je répète, nous n'avions pas vocation et nous n'aurons jamais vocation à pronostiquer un résultat. Nous sommes là pour donner une indication sur l'état de l'opinion au moment où nous réalisons le sondage. Si au soir du premier tour, les scores sont inversés, je sais que nous entendrons des politiques dire « nous avons fait mentir les sondages ». C'est une phrase qu'on entend souvent, partout. Oui. Pas seulement en Guadeloupe, partout. Mais ce qu'en inverse... Mais là encore, c'est donner un pouvoir aux sondages qu'ils n'ont pas. Mais est-ce que les sondages peuvent, on va dire, influencer un électorat ou influencent l'électorat? Est-ce que vous pensez que la presse peut influencer l'électorat? Ça dépend de quelle presse. Et à quelle époque? Eh bien, c'est à peu près la même chose. En fait, ce qui est souvent dit, c'est que d'un côté, si on parle de ce sondage, de nos résultats, certains diront, oui, en voyant ça, les électeurs qui étaient pro-Chalus peuvent se démobiliser et se dire, bon, ben, c'est déjà bon, c'est pas la peine d'aller voter. De l'autre côté, de l'autre côté, ceux qui sont pour Lurel se disent, oh, mais on est en retard, il faut se mobiliser. Alors, l'un dans l'autre, moi j'ai la faiblesse de penser que ça peut mobiliser les électeurs de l'un comme démobiliser les électeurs de l'autre. Et quelque part, les deux effets ont de fortes chances de s'annuler. Voilà. Plus c'est bon. Moi, allez-y. Moi, il y a un chiffre, on le voit derrière, d'ailleurs, est-ce que c'est pas la bonne nouvelle? 86% des inscrits qui pensent aller voter. Bon, une fois de plus, c'est pas ce qui va se passer, bien sûr, mais bon, sur les intentions de vote, c'est tout de même rassurant. Les gens sont un minimum concernés. Alors, oui, il faut savoir que l'élection régionale, après les municipales, est le scrutin qui mobilise le plus. Donc, ça n'est pas très surprenant. Ça n'est pas très surprenant non plus d'avoir 86%, parce que c'est une question quand on demande aux personnes qui sont inscrites sur les listes électorales, puisque là aussi il faut le préciser, puisque j'ai entendu dans les commentaires de certains qui disent que voilà, ils ont interrogé un peu tout le monde. Non, nous prenons le soin de nous assurer que les personnes à qui on va poser des questions sur les intentions de vote sont réellement inscrites sur les listes électorales. Alors, oui, c'est du déclaratif. Oui. Donc oui, elles peuvent nous dire qu'elles sont inscrites et ne pas l'être. Tout à fait. Bon, mais peut-être que celle-ci, elle vote autant pour l'un que pour l'autre. Donc là encore, il y a des chances pour que les effets s'annulent. 86%, on sait qu'on n'arrivera pas à un taux de participation de 86%. C'est jamais arrivé ici. Pour des régionales, non. Pour des régionales, non. Mais on sait aussi qu'il y a un intérêt, et ça montre l'intérêt pour le scrutin. D'une part, parce que justement, il y a un enjeu qui est amené par, alors j'aime pas forcément toujours ce thème, mais par la bipolarisation. Le choc. Voilà, il y a un peu le choc de deux personnalités fortes de l'échiquier politique guadeloupéen. Et donc,
c'est de nature à mobiliser la population. À mon avis, on ne dépassera pas les 66%, 70%, mais c'est bien, il y a globalement une propension à déclarer qu'on ira voter, d'autant que c'est politiquement correct de faire une réponse de la sorte. Une avant-dernière question, est-ce que Callistat est en mesure de faire un sondage sorti des urnes? Oui, on est en mesure de le faire, mais ça demande des moyens, et donc considérables, puisqu'il faut constituer un échantillon représentatif de bureaux de vote. Oui. Donc, et là, pour le coup, ça mélange des méthodes probabilistes et des méthodes par quota, c'est-à-dire qu'il faut tirer au sort des bureaux de vote et tirer ensuite au sort des personnes à l'intérieur des bureaux de vote. Oui. Et pour faire ça, il faut un nombre élevé d'enquêteurs sur le terrain. Et là, il y a peu de médias, malheureusement, aujourd'hui, en Guadeloupe, capables de financer de tels sondages. Mais notre territoire n'est pas si étendu que cela. En général, alors qu'au niveau national, il faut près de 6 heures pour dépouiller l'ensemble. Et donc, ça a un intérêt d'avoir des bureaux qui ferment à 20 heures et d'avoir des estimations en sortie d'urne. Chez nous, à 21 heures, on est déjà quasiment fixé, on sait très bien. Voilà, donc, oui, nous sommes... Vous savez, en matière de méthodologie, quand vous en maîtrisez une, vous les maîtrisez quasiment toutes. Nous nous amusons, Vincent et moi, d'entendre dire que Callistat ne sait pas faire, Callistat ne sait pas échantillonner. Mais lorsque nous remporterons les appels d'offres de la région et que nous appliquons les mêmes méthodes d'échantillonnage, personne ne nous dit que notre travail n'a pas été fait convenablement et qu'il ne respecte pas les règles de l'art. Donc, quelque part, je pense que c'est de bon ton de réagir. En revanche, surréagir et attaquer la probité de l'Institut de sondage ou de ses directeurs, je pense que là, on a atteint une limite qui n'est pas tolérable en démocratie. Vous avez les mêmes problèmes en Martinique ? Non, nous n'avons pas les mêmes problèmes en Martinique. Nous réalisons des sondages également en Martinique, mais je crois que notre notoriété est un peu moins forte et que la démocratie installée en Martinique est peut-être un peu plus mûre sur ce point, d'autant que nous avons un confrère, Eddy Marajo, qui a d'ailleurs sorti un sondage en Guadeloupe, qui confirmait le sondage que nous avions sorti au mois de mai. Les tendances étaient les mêmes. Nous avions reçu à l'époque une volée de bois vert. Vincent Tacita avait été traité d'opposant notoire. Et pour autant, le sondage sorti par l'Institut Open Soft System donne à peu près les mêmes résultats, alors qu'il est fait à une période différente. Donc ce qui montre qu'il y a une convergence des résultats, alors qu'on a deux instituts différents et deux périodes d'enquête différentes. Oui. Dernière question, prochain sondage ? Eh bien, ça peut être avant le premier tour, ça peut être entre les deux, mais ça va aussi dépendre de notre charge de travail. On a déjà eu des demandes, effectivement. Notre partenaire sur ce sondage est prêt à remettre le couvert. Oui. Mais nous avons par ailleurs aussi beaucoup d'enquêtes non politiques, puisque je le rappelle, la politique... non, mais on n'en vit carrément pas du tout. Oui. C'est moins de 3% de notre chiffre d'affaires lors des années électorales. Alors imaginez, imaginez quand il n'y a pas d'élection à quel on est à moins d'1%. Question bonus, est-ce que vous savez si ce genre de une booste les ventes des confrères de Nouvelle Semaine, justement? Non, mais là pour le coup, on n'est pas obligé de faire un sondage. Je pense qu'il faut simplement leur poser la question. Ouais. Vous avez eu des retours ou... Vous savez, nous, est-ce que ça intéresse le lectorat? Si. Je pense que oui, mais honnêtement, là encore, nous, on n'a pas eu notre mot à dire sur la une. Et là, ça n'est pas notre domaine d'activité. Notre domaine d'activité, il n'est pas de savoir comment présenter les résultats du sondage pour qu'il attire un maximum de lecteurs. Notre cœur de métier à nous, c'est de dire ce que pense l'opinion et de mesurer l'état de l'opinion et de le restituer le plus fidèlement possible. Oui. C'est
uniquement à ça que nous nous employons, qu'il s'agisse de sondages politiques, qu'il s'agisse de sondages d'enquête marketing ou qu'il s'agisse de mesurer la pénétration des nouvelles technologies dans les foyers guadeloupéens. Et Camélie, on pourra vous retrouver le 7 décembre. Il y a de fortes chances, si je suis encore en possession de tous mes moyens. On vous le souhaite en tout cas. Et de tous vos moyens. La violence des coups est telle qu'on arrive à s'en interroger. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Nous avons le dos et les reins solides. Ça fait qui vous parlez. Bien, on vous remercie d'être venu et puis rendez-vous le 7. Céline, c'est à vous pour la suite. S'il y a une page de pub, oui, il y a une page de pub encore, non? Je ne sais pas, on prend peut-être le temps d'un sujet. Un sujet, le temps de revenir sur la page de pub. Je vous le disais dans les titres, le conseil départemental était réuni en plénière mardi soir au programme des échanges, notamment le dossier de l'eau, encore une fois, ainsi que l'Internet haut débit. Pour les détails, voyons ce sujet. Il est signé Yanis Péquignot et Grégory Laps. Nous disons que l'eau doit payer l'eau. Je crois qu'il faut d'abord gérer cette structure unique qui va produire l'eau, traiter l'eau, gérer l'eau. La distribution, nous verrons. Mais je souhaite vraiment, et je formule le vœu, que l'ensemble des communautés d'agro, l'ensemble les deux collectivités majeures y ont adhéré, que nous puissions prendre cette responsabilité-là. Au-delà, il faudra penser maintenant à rénover, à remplacer les réseaux, à restaurer les réseaux, à donner la possibilité de faire couler l'eau dans les réseaux de distribution. C'est un vaste chantier et je crois que tout aussi de façon sérieuse, rigoureuse, nous aurons à nous asseoir autour d'une table, à aller aussi à la rencontre du président de la République puisqu'il nous avait dit gérer, mettez en place votre structure de gestion, je vous accompagnerai. Maintenant, à partir du 1er janvier, nous pouvons aller en délégation lui dire, Monsieur le président de la République, nous avons maintenant une structure de production, aidez-nous à faire en sorte que nos réseaux puissent être en mesure d'apporter l'eau dans les robinets de nos compatriotes. Je crois qu'on ne parle pas suffisamment du haut débit. Et je crois que jamais on en a autant parlé. Les choses avancent et il faut que la Guadeloupe aussi avance. Le haut débit, le très haut débit doit devenir une priorité pour la Guadeloupe. Il faut obligatoirement que la présidente que je suis prenne aussi ce train-là, emmène le département dans ce train du haut débit. Donc j'y vais. De grands mouvements, de grandes ambitions pour le conseil départemental, le très haut débit et bien sûr l'eau. 12h55 dans le ZCL, on va prendre une courte page de publicité, après quoi nous retrouverons notre chronique juridique et monsieur Thierry Létang qui viendra nous parler de l'exposition temporaire au Memorial Act. A tout de suite. Voilà, 13h01 dans le ZCL. Et on continue avec l'information et c'est quelques images d'un incendie qui s'est déclaré vers midi aujourd'hui près de la rue Vatable à Pointe-à-Pitre. Il semblerait que l'incendie se soit déclaré dans une case. Voilà, donc les pompiers étaient mobilisés sur place en fin de matinée vers midi près de la rue Vatable à Pointe-à-Pitre. Vous le voyez sur ces images. Nous reviendrons sur cette information dans notre édition de 18h30. On tourne à présent une page environnement. Ce sont des énergies issues du rayonnement solaire, du vent ou encore de la valorisation des déchets verts. Elles sont dites renouvelables et elles font l'objet d'une sensibilisation dans les écoles. Un projet pédagogique porté à quelques semaines de la COP21 par Guadeloupe ENR et Valorem Caraïbes. Il fait écho pour ces deux acteurs au lancement du projet éolien sur la commune de Sainte-Rose. Aujourd'hui, ce sont les enfants de l'école Pierre-Mathieu de Convenance à Baie-Mahault qui étaient au cœur de ce dispositif. Ils ont reçu un kit pédagogique. Alors, de quoi s'agit-il? Réponse en images avec Yanis Péquignot. Une SEM pour développer les énergies renouvelables en Guadeloupe. Cette SEM s'appelle Guadeloupe ENR.
Donc Guadeloupe ENR, c'est en association avec Valorem, donc fait la promotion d'un kit pédagogique développé par Valorem, dont l'objectif est de présenter aux enfants le changement climatique et les énergies renouvelables. Donc en fait, donc là avec mon collègue Jean-François Bellon, on fait le tour des classes de CM1 et de CM2 de l'école Pierre-Mathieu à Convenance. On explique pendant à peu près 1 heure le changement climatique et les énergies renouvelables, donc l'éolien, le solaire, la géothermie, l'hydraulique, la biomasse. Donc on leur présente un petit peu ce qu'on peut faire en matière d'énergie renouvelable sur le territoire. Effectivement, les enfants, on est assez surpris quand même de la connaissance qu'ils ont sur le sujet. Ils connaissent tous les éoliennes, les panneaux photovoltaïques. Donc ils sont quand même très au fait de ce qui se fait en matière d'énergie renouvelable. Donc c'est quand même des CM1 hein, et on se rend compte qu'ils sont très au courant. Et qu'en plus de ça, ils cherchent vraiment, ils sont très 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 intéressés. On a dû faire la pause pour la récréation tout à l'heure et ils ne voulaient pas partir en récréation. Donc ils posent beaucoup de questions, ils cherchent vraiment à savoir dans le détail comment fonctionne l'énergie, de quoi ça vient et la différence entre toutes les énergies. Donc c'est vraiment intéressant et ils sont plutôt bien au courant. D'autant plus que je crois que ça fait partie des programmes scolaires, en plus, le développement des énergies renouvelables. J'ai appris quelque chose, j'ai appris que le soleil, c'est une énergie, le vent et la mer. Et en bref, sachez qu'à partir de cet après-midi et jusqu'à samedi, les CAF, caisses d'allocation familiale des DOM, sont en assemblée interrégionale à la Créole Beach au Gosier. C'est la 37e édition de ce rendez-vous tournant auquel assiste le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales. Cette année, les discussions porteront sur 3 thématiques: l'accueil de la petite enfance, le logement et les familles monoparentales. Les fonds européens, une manne non négligeable pour la Guadeloupe, du FEDER au FSE en passant par le FEADER, ils sont injectés dans de très nombreux secteurs de l'économie pour le développement des infrastructures, mais aussi de l'agriculture ou encore de la pêche. La 5e génération de ces programmes qui courent sur la période 2014-2020 devrait injecter quelques 900 millions d'euros dans l'archipel. Mais comment mobiliser ces fonds européens, notamment pour les entreprises locales? La question a été posée ce matin au WTC à Jarry lors d'une matinale de l'économie. Le reportage est signé Jeff Taylor. Cette matinale est consacrée aux fonds européens parce que justement les fonds européens pour la période 2014-2020 ont été validés. Donc il y a des ressources disponibles pour des aides directes aux entreprises. Donc vous avez le FEDER qui est le fonds qui est dédié au développement de la compétitivité des entreprises. Vous avez le Fonds social européen qui est destiné à la formation et à l'éducation. Vous avez le FEADER qui est destiné au développement agricole, agroalimentaire et au développement rural. Et puis vous avez le FEAMP qui est en cours de négociation, qui est dédié aux affaires maritimes et à la pêche. Je pense qu'en fait, c'est vrai que lorsqu'on doit monter un dossier pour présenter, pour demander des fonds, il y a toujours beaucoup de choses à emmener. Mais bon, ça concerne essentiellement l'entreprise. On a souvent peur d'investir, on a souvent peur de monter les dossiers parce qu'il y a beaucoup de papiers. Mais après, je pense qu'une fois qu'on a compris l'importance de ces documents qui sont souvent le bilan, le budget prévisionnel et puis vraiment comment vit l'entreprise. Je pense qu'après ça peut aller vite, mais l'essentiel c'est qu'il faut qu'on soit accompagné puisqu'on ne sait vraiment pas comment faire. Il faut que, comment vous dire, qu'on nous donne quelqu'un qui répondent aux moins de petites questions qu'on a à se poser. Surtout que moi, en tant que jeune entrepreneur, j'ai du mal à répondre à toutes les questions. Je suis créateur d'une nouvelle entreprise, Guadopure, qui distribue des bonbonnes d'eau et des fontaines à eau. Donc j'ai des besoins de financement en matériel et en hommes. Et effectivement, je suis venu pour me renseigner sur les entreprises éligibles aux fonds européens et la manière d'instruire le dossier. Ce que je retiens, c'est qu'effectivement, il faut bien prévoir son projet globalement, puisque de toute manière, les fonds européens n'arriveront que d'ici une année quand on dépose un dossier, aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un cadre pour pouvoir bénéficier de ces aides directes. Un cadre, c'est-à-dire des domaines où justement ces fonds peuvent être mobilisés. C'est notamment, sans être exhaustif, tout ce qui touche au développement durable, tout ce qui touche à l'innovation au sens large du terme,
tout ce qui touche à la biodiversité, aux énergies propres, mais aussi le développement des infrastructures, et j'en passe. Voilà pour ces matinales de l'économie qui sont donc un rendez-vous régulier que donne la CCI. Et puis en bref, puisque nous parlions d'Europe, nous y restons. Sachez qu'après la réunion hier à Malte des dirigeants africains et européens sur la question migratoire, ces derniers ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un fonds d'aide à l'Afrique doté de 1,8 milliard d'euros. Son ambition n'est pas voilée, hein. Il s'agit de limiter le nombre de demandeurs d'asile en provenance du Sud et qui tapent à la porte du vieux continent. Pour l'heure, les promesses de contribution n'ont atteint qu'un total de 78 millions d'euros, donc sur un total de 1,8 milliard. Donc on est loin du compte d'Annick suite à ce sommet qui se tenait hier entre dirigeants européens et africains et qui a laissé justement les dirigeants africains un peu amers, je crois, suite à. Et il y a un autre sommet qui se prépare, c'est le COP 21. Où déjà un certain nombre de Guadeloupéens se préparent à participer, mais surtout au niveau de la France, ça va se faire. Et donc, nous avons reçu l'autre jour M. Harry Durimel, je pense qu'il participera à ce COP21 et les problèmes climatiques aujourd'hui sont particulièrement prégnants, y compris en Guadeloupe, puisque on va probablement parler de l'influence de la dégradation du climat dans tous les territoires. Et ce qui nous arrive ici en ce moment, c'est la question des sargasses qui va être aussi abordée. Malheureusement, les grandes nations, je vais parler de la Chine et des États-Unis, les grands pollueurs aussi. Ce sont des grands pollueurs, de très grands pollueurs, même des méga pollueurs, et on ne sait pas si à la suite de cette grande messe de COP21, il y aura réellement des décisions fondamentales à être prises. En tout cas, nous aurons l'occasion d'y revenir. Pour l'heure, on va parler juridique. Tout à l'heure, vous donniez cette information. Peut-être qu'il faudrait en parler avec nos deux chroniqueurs, Maritza et Franz, qui sont arrivés. On pourra peut-être reprendre cette information sur... Oui, il s'agissait d'un sujet de Maurice Cessé que malheureusement nous n'avons pas encore reçu, mais effectivement une association qui rassemble à Paris les avocats afro-antillais qui s'est mis en place. Bon, en tout cas, on y est. On va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Maritza, bonjour. Bonjour. Franz Calvaire, bonjour. Bonjour. Alors, on va avec vous aborder des sujets qui chaque semaine, particulièrement, puisque j'ai eu des retours, intéressent Guadeloupéens. Et d'ailleurs, je tenais à vous le dire, beaucoup de personnes que nous avons rencontrées sont très satisfaites du fait que cette chronique juridique soit bilingue. Alors donc on nous encourage à vous dire de continuer dans cette voie parce que souvent des sujets importants sont traités dans les journaux d'information avec quelquefois un langage technique qui passe quelquefois au-dessus de la tête du commun des mortels. Donc c'était une très bonne initiative et donc on va vous laisser tout de suite aborder le sommaire de cette chronique, les sujets que vous souhaitez aborder aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'enquête préliminaire. Alors qu'est-ce que l'enquête préliminaire? D'abord, c'est une enquête, ce qui signifie qu'il va y avoir recherche de preuves, recherche d'éléments. Et elle est préliminaire parce que l'on se situe avant des poursuites judiciaires, avant un jugement. Alors en réalité, l'enquête préliminaire, c'est la toute première phase d'un processus qui va mener à la condamnation de l'auteur d'une infraction. Alors l'enquête préliminaire, il faut savoir qu'elle peut être déclenchée sur instruction du procureur de la République, mais que les officiers de police peuvent d'office se saisir d'une enquête préliminaire. C'est quand il y a une affaire très grave, qu'il y a une enquête préliminaire ou un soupçon? Voilà. Alors, l'enquête préliminaire, il faut la distinguer de l'enquête de flagrance lorsqu'une infraction vient de se commettre. L'enquête préliminaire, elle, est née de la pratique. Il y a des infractions plus anciennes pour lesquelles on n'a pas d'auteur qui soit visé précisément. Et là, on va lancer une enquête préliminaire, c'est-à-dire pour avoir le maximum d'indices. Et dès lors qu'un auteur sera identifié, on va en informer le procureur de la République.
Et il faut savoir que les pouvoirs des enquêteurs dans le cadre d'une enquête préliminaire sont moins larges, et c'est ce dont va vous parler Maître Calvaire, qu'en enquête de flagrance. Alors, il y a une différence. Alors, l'enquête de flagrance, en réalité, comme son nom l'indique, c'est du flagrant délit. C'est-à-dire, on prend quelqu'un dans une opération quelconque de vol, peut-être pas un meurtre, un flagrant délit en meurtre, c'est peut-être compliqué, mais surtout dans des affaires qui sont très délicates. Alors, Maître Calvaire, qu'est-ce qu'on peut dire sur la flagrance? On peut passer la flagrance, mais si l'enquête préliminaire, c'est-à-dire que la flagrance, ça, par exemple, il y a des gens qui poursuivent pour la clameur populaire. Oui. On dit baril, mieux voler la baril. Ça vient de se faire. Alors, un accident sorti fait là, un mort. Et que est-ce qu'il a été quelque chose à passer. En fait, quand nous parlons de l'enquête préliminaire, souvent la police, la gendarmerie, quand on appelle anonyme, on monde qui dit par exemple, mieux sorti en short, et torse ni, sans peut-être ni pied, avant ça, et quand c'est un mauvais monde. Ou alors d'autres trois jeunes qui ont tourné la scooter, c'est en genre. Ou alors, il y a tant de coups de fusil à un cas de côté là, bon, madame de Kakouya, quand dit Marie a assassiné. Enfin, la police ou la gendarmerie qui a reçu un appel anonyme, qui a dit que peut-être non, en délit, en infraction qui est sorti commettre, en infraction qui peut-être commettre. Il y a un problème. Et à un moment là, ça, que la police peut immédiatement mettre en route. Et regarder que putain ça. Là, dit mettre en route, ça parle du cas. Il débute l'enquête là. Qui a ramené sur les lieux. Ouais. Bon. Ou alors, c'est peut-être aussi le cas où on m'a déposé plainte pour X raisons, pour vol, pour agression, pour ceci, pour cela. Et pour tirer là, qu'a demandé donc la police, la gendarmerie, de regarder qui bitait ça. C'est-à-dire que nous, quand nous venons dans une phase où pour tirer là, ou dire tel ou tel bité, mais ils ont un certain nombre d'éléments pour ça, qu'il a fait avec ça. Et c'est gendarmes et police qui ni à réunir ces éléments-là, ça, il y a donc phase, comme le dernier dit, première phase là, l'enquête préliminaire. Donc, la police a un certain nombre de pouvoirs, et la gendarmerie aussi. Il y a un nombre de fait, un butin qui est fait, il y a un sur les lieux, il peut faire ça avec des perquisitions. Il peut rentrer à Casamona, il fouiller en bas, couche, en l'air, couche, en moi, derrière, au moins, dire un matelas, fait tout partout, pour ça, qu'il va trouver comme élément. En principe, là, la police qui vient à Casao, et qui a fouillé à Casao, perquisition, il faut qu'on soit d'accord. Et qu'on ait accord par écrit. Pour un mandat, ça a toujours d'actualité, le mandat de perquisition. Oui, toujours un mandat, sauf si on n'a pas d'accord. On ne peut pas voir ça dans les films, mais c'est aussi la réalité. On va dire, mais qui est un mandat? Dans certains cas, si on n'a pas d'accord, police ou gendarme peut demander, pas bien pour tuer là, de demander un juge autorisation à faire cette réquisition-là. Et là, on va dire la police, la gendarmerie, on a dit il faut tout. Une autorisation du juge. À un moment là, il peut faire réquisition. Et la police de la gendarmerie qui est rentrée, il peut saisir un certain nombre d'habitants en disant là. Il peut trouver drogue, il peut trouver un paquet d'argent sans malheureux, mais on a 200 000 € là, au moins. Il peut trouver d'autres sachets de drogue là. Il peut trouver d'autres fusils là. Il peut trouver d'autres cabrites en la cour, on va lever cabrites. Bon. Donc, et la police, donc, il a saisi toutes ces habitants ça. Bon. Il a interrogé les gens là. D'accord. Là, on prend ça. Là, si c'est mon avec ça blanc, là, on l'a. Alors, juste une question. Dans ces cas-là, est-ce qu'on y doit un soutien en avocat dans un cas comme ça? Oui, mais ça va dépendre. Parce que pour tuer, ces gendarmes-là, ces policiers-là, ils peuvent faire aussi des auditions. Ils peuvent tendre les gens qui sont soi-disant victimes ou qui sont victimes d'une infraction, etc. Ils peuvent faire des confrontations entre les gens qui sont présumés coupables, présumés auteurs des faits, et les gens qui peuvent être présumés victimes. Ils peuvent faire des auditions. À un moment là, ça, la police peut être sur place, mais il peut dire, par exemple, venez en commissariat là. Puis vous, ça peut être dans des conditions plus. C'est pour qu'on garde la vue. Pour qu'on garde la vue. Vous voyez. Donc, ils attendent vous. Mais à un moment là, ça, il est obligé de dire que ou obligé ou pas obligé de faire bonne déclaration. Et vous pouvez partir aller au voler. C'est le devoir de se taire, le devoir, le silence. Le devoir vous ouvrir en gendarme, en policier, capitaine, on ne peut pas dire bon mot.
Mais si c'est des infractions qui sont relativement graves, par exemple, sont un crime, ou alors bon, une infraction, un délit mais sérieux, à un moment-là, ça, mon a demandé à ce qu'il assiste d'un avocat. Mais qu'il y a un avocat là qui vient, qui tente d'écouter, qui a veillé. Est-ce que cette enquête préliminaire, elle a une durée définie dans le temps ou elle peut s'étaler C'est tout qu'à procurer là, l'OSC qui demandait la police de faire en enquête préliminaire, c'est-à-dire de chercher des éléments pour savoir qui fait ça et qui fait exactement. Il peut y avoir un délai. Il peut y avoir 2 mois, il peut y avoir 3 mois, il peut y avoir 4 mois, il peut y avoir un certain nombre de délais, puis il fait éviter là. Hein? Et s'il y a des délais là, ça, il peut me dire, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait un bilan. Et d'une manière générale, et notamment lorsqu'on voit que c'est la police qui saisit de ça, si 6 mois après qu'elle débute l'enquête là, parce que la police, même si nous fait qu'il saisit d'office, mais il est obligé de rendre compte à chef hiérarchique, c'est de poturer là. Et toute bitin dans sa fait, c'est contrôle à poturer là. Chaque bitin qui fait, va dire, pas de con, mais ça qui fait. Donc, si vous voulez, mon nappe, bon, il y a 12 ans, il attend comme butin. Il peut décider aussi de mettre en garde à vue. Si les indices suffisamment graves, il peut mettre en garde à vue. À ce moment-là, ça automatiquement, il peut toujours le droit de se taire, il peut toujours éviter, mais il ne peut pas partir n'importe quel parce qu'il n'y a pas de disposition à la justice. Mais il peut demander un avocat. Et qui a accès finalement aux conclusions de cette enquête préliminaire, outre le procureur, c'est ça C'est-à-dire que là, on voit gendarme là, ou procureur estimer que l'enquête là finie. Il y a suffisamment d'éléments, d'une part, s'il est fait. J'attends la victime là, j'attends mon qui fait ça là, j'attends peut-être des voisins, j'ai interrogé les opérateurs téléphoniques, j'apprends des techniciens pour ça, etc., pour contrôler vos butins. Apparemment, dans certains des indices concordants, c'est droit de cliché. À un moment là, ça, la police par exemple, a fait un bilan, un compte rendu pour tirer là. Et c'est pour tirer là qu'il a décidé qu'est-ce qu'il a fait avec ça, est-ce qu'il a créé mon devant le tribunal ou est-ce qu'il a pris en mesure de classement sans suite. Et si par exemple, ni 6 mois, il mettait mon en garde de vue, il l'a dit, et il va attendre rien. Il passe ça qu'il a fait avec. À un moment-là, ça, la loi a autorisé, pour l'être commandé avec avis de réception, à demander pour tirer là, qu'est-ce qu'il a fait avec moi. 6 mois en garde de vue, il va attendre rien. Pour tirer là, où qui mandé a dit qu'il a été traduit. Excusez-moi, c'est garde à vue ou détention provisoire? Non, garde à vue. Garde à vue, ça fait 6 mois. Garde à vue, c'est là où on la jole, c'est Bébao. Non. Non, détention provisoire, c'est là où la jole. Oui. On peut parler de garde à vue. Mais on dit 6 mois? Non, c'est 6 mois. Ah, d'accord. Quand il a commencé l'enquête là. Ah, ok, parfait. 6 mois quand il a commencé l'enquête là, et qu'il n'y a pas une décision qui est prise. Décision, d'accord. Regarde pour ça, quand il a fait avec. À ce moment-là, ça, il a écrit pour tirer là, et il a dit qu'il a fait avec moi. Et pour tirer là, à ce moment-là, ça, un mois. Pour dire, soit on va poursuivre vous devant le tribunal correctionnel, etc., soit on va classer ça sans suite. Et si pour tirer là, estimé qu'en définitive, l'enquête là, ils ont dit qu'il y a mais pas autant que ça, suivant moi, à ce moment-là, ça, ils ont juge que pour tirer là, a demandé autorisation à poursuivre l'enquête là. Et si le juge là, ça a refusé, il fallait arrêter là, dans ce sens que pour tirer là, quand il a décidé à un moment-là, c'est 2 mois pour décider de poursuivre ou de classer sans suite. Alors, Marie-Josée Bernier, je voudrais revenir avec vous sur l'enquête préliminaire. Souvent dans des affaires, ce qu'on appelle des affaires financières, on parle souvent d'enquête préliminaire. Est-ce que ça rentre dans le cadre, c'est le même type d'enquête préliminaire? Oui, on soupçonne quelqu'un qui aurait détourné de l'argent, une collectivité ou quelqu'un d'une collectivité. Oui, l'enquête préliminaire, elle sert simplement à rassembler des éléments contre quelqu'un, en sachant que l'infraction ne vient pas d'être constituée, mais elle date. Donc il va y avoir des actes pour rassembler un maximum d'éléments. C'est exactement la même chose. Autre question, peut-être, non? Non, c'est clair pour moi. Si on a un exemple, oui. Peut-être que vous avez regardé fois ça là. Non, un certain nombre de monos Venezuela, ils ont saisi la communauté pénale internationale pour dire contre le président à le Venezuela pour crime contre l'humanité. Maduro. Eh bien, il a commandé la pénal et tribunal international là, ça a ouvert une enquête préliminaire. Ça a d'abord simplement pour dire, est-ce que c'est vrai
est-ce que monsieur tué moun ou bien l'autre de tuer moun, c'est-à-dire rassembler un certain nombre d'éléments avant de prendre une décision, de crier moun devant le tribunal ou alors de considérer son temps pour nous avons ça en poubelle. Et est-ce que l'avocat a ni droit à résultat de ces enquêtes-là, dans le dossier à est-ce que l'union enquête préliminaire, autres en tant qu'avocat, ils ont ni accès à dossier-là, ça part aussi de ça? Ça dépend. Si on fait la classe sans suite, oui, dépend de terrain, ça. Mais si pour tirer là, qu'à poursuivre, c'est-à-dire qu'à crier moun, citer moun devant le tribunal correctionnel, à un moment là, ça, avocat là, qui m'a donné copie à dossier là, et qui est tout vite. D'accord. Et en dehors même des copies de dossier, on peut toujours demander la copie des auditions de notre client. Ça, c'est... Alors justement, la question de la présence de l'avocat dans les gardes à vue, on en a parlé brièvement, mais il y a eu un cas qui s'est posé pour de nos confrères très récemment. Il est allé sur un braquage. Il est arrivé un petit peu avant les flics, les gendarmes, et les gendarmes lui ont pratiquement intimé l'ordre de raconter, l'ont gardé pendant près de 4 heures, c'est ça? 4 à 6 heures. Gardé? Oui, l'ont gardé. L'avocat? Oui, non pas l'avocat, le journaliste. Notre confrère qui est ici, lui demandant pratiquement de dire ce qu'il a dit, alors qu'il me semble avoir compris, et ça je le maintiens, qu'il y avait la protection des sources des journalistes. Alors, oui, alors est-ce que, oui ou non, il devait répondre aux intimidations, aux questions des gendarmes, sous prétexte qu'il est arrivé avant les gendarmes sur le lieu du braquage, et que les gendarmes n'avaient peut-être pas des éléments nécessaires pour leur enquête préliminaire ou en flagrance, et donc ils l'ont pratiquement gardé à vue pendant 4 heures. C'est-à-dire qu'elles sont questions pratiques. Oui. Qui j'en fais ou toujours là avant? Déjà au pouvoir d'un butin alors. Évidemment, un journaliste, il est sous ça. Oui. Qui peut y aller avant. Oui, c'est ça qui arrive là. Il est sous ça. Il a averti rapidement, et c'est ces gendarmes-là qui vont en retard. Ah, j'ai compris, ni ça peut apprendre la fac, ni ça peut apprendre dans le livre, mais ni la réalité et la pratique. À partir du moment qu'on y va avant, je peux penser, même en fraction de seconde, soit presque encore complice, qu'on a dans confidence en quelconque, donc je peux à la limite auditionner pour ça, oh là, on pense tout cela, est-ce qu'il a dit ça, est-ce qu'il a évité? C'est-à-dire que c'est une question très délicate, extrêmement délicate, qui est essentiellement pratique. Oui, bon, c'était un point de vue de ça, parce que là, regardez, on a près de 4 ans de temps dans un domaine comme ça, sur un journaliste qui vient simplement faire une enquête et qui filmait en butin, bon, ces gendarmes-là, ils pas une bonne protection. Ça s'est dit, la loi que Dieu est faite pour être violée, sans ça pas ni avocat. C'est clair. C'est ça aussi qu'on dit que l'avocat c'est le dernier rempart. Tout à fait. Contre la barbarie. C'est contre la barbarie, c'est-à-dire que souvent vous ne pas ni avocat, c'est-à-dire un monde pour défendre vous, vous faites barrage contre arbitraire à les juges, à policiers, à gendarmes. À un moment là, ça on met à ces boucles-là. Qui veut dire, il peut dire pas dire rien si pas un avocat éveillé pour parler par exemple. C'est ça qu'il a dit. C'est ça. C'est ça qu'il a dit, c'est des butins que bon. Ouais, faut savoir quoi. Le droit au silence, le droit de se taire. Le droit de se taire, voilà. C'est un droit qui est important pour protéger ses sources, qu'on est journaliste. Autre faire, on a fait le tour. On a fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain. Céline la semaine prochaine, jeudi prochain. Oui, bien sûr, avec la chronique juridique, comme chaque jeudi. On attend Thierry Létang qui n'est pas arrivé. À quelle heure notre chronique se fait à 13h30. Simplement, on a eu un invité qui n'est pas arrivé. Donc, on s'est trouvé dans l'obligation de vous mettre la pression pour faire la chronique plus tôt. Mais normalement, elle se fait réellement à 13h38, après la dernière page de pub. Voilà. On a fini pour aujourd'hui. Il me semble, Dani. On va boucler en espérant que le sujet sur les avocats afro-antillais de Paris, on peut l'avoir ce soir. Il doit être dans les tuyaux quelque part entre Paris et Pointe-à-Pitre. Entre Paris et Pointe-à-Pitre, et qu'on va pouvoir en parler demain. Sinon, on se retrouve demain et on continue donc notre série de talk et d'infos avec Céline. Voilà, c'était donc le ZCL de ce jour. On vous remercie de votre attention et puis on se retrouve demain sans problème. Et ce soir, pour vous, Céline. Oui, à 18h30. Restez branchés sur Cannabis. Je peux.